Élections présidentielles et législatives en République centrafricaine, les électeurs sont massivement sortis ce mercredi pour exprimer leur suffrage. Le président Pierre Nkurunziza hausse le ton au Burundi. Il met en garde l'Union africaine contre l'envoi de troupes sur son territoire. Enfin, le Parti communiste du Bénin souffle ce mercredi sa 83e bougie, occasion pour lui de se prononcer sur la présidentielle de février 2016. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les Centrafricains sont donc massivement sortis voter ce mercredi pour les élections présidentielles et législatives. Une étape importante censée sortir la Centrafrique de 3 ans de violences intercommunautaires qui ont entraîné ce pays très pauvre dans une crise sans précédent. Reportage. Les premiers bureaux de vote ont ouvert dès 6h30. Les électeurs avaient tous l'air pressés de déposer leur bulletin dans l'urne et de tourner la page d'une transition démocratique de près de 3 ans émaillée de violences intercommunautaires. On a beaucoup perduré dans la transition. Ça fait 3 ans qu'on passe de transition en transition. Donc on veut surpasser de la transition pour choisir un président élu démocratiquement. C'est donc 2 millions d'électeurs qui élisent leur président de la République. Selon le nouveau projet de constitution soumis à référendum le 13 décembre, le président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. 30 candidats briguent les suffrages des électeurs. Parmi les candidats, on compte les fils des anciens présidents. 3 anciens premiers ministres font figure de favoris. Anissé Georges Doléguélé, Karim Mekassoua et Martin Ziguélé. J'attends qu'il y ait un gouvernement normal dans ce pays pour pouvoir prendre le pays en main et faire développer ce pays. Pour autant, le scrutin de ce jour ne réglera pas tous les problèmes. Le président élu devra mobiliser largement pour impulser une véritable dynamique de rassemblement. Ma victoire, je l'espère beaucoup. Et après, le grand chantier de reconstruction du pays. Ici, tout le monde s'est mis à espérer qu'avec ces élections, un jour nouveau s'est levé pour la Centrafrique. Élection encore, mais cette fois-ci à Cotonou au Bénin, la pré-campagne pour la présidentielle de février 2016 bat son plein et les présidentiables passent au tamis des électeurs pour un choix minutieux. Pour sa part, l'opérateur économique Sébastien Germain-Adjavon gagne du terrain de plus en plus. La commune d'Atiémé, par exemple, a déclaré son soutien à ce candidat. La commune d'Atiémé acquise à la cause de Sébastien Germain-Adjavon. C'est par milliers qu'ils ont convergé, les habitants de cette localité, au point de rassemblement. Fort de la confiance en lui placée par ses administrés, le maire Joseph Anani Amavi a attisé la candidature à la présidentielle 2016 de Sébastien Germain-Adjavon. C'était au stade municipal d'Atiémé. Notre choix, disais-je, nous, élus, femmes, jeunes, sages et notables d'Atiémé, c'est bien sûr Sébastien Germain-Adjavon. Je ne vous parlerai pas de l'homme. Vous le connaissez autant que moi. Vous le connaissez, son sens de la gouvernance des affaires administratives. Vous connaissez sa capacité managériale. Vous n'ignorez non plus son sens très poussé du social. En témoignent ses nombreuses actions dans le domaine de la construction de plusieurs infrastructures socio-communautaires. Mieux, vous savez qu'il est le premier employeur de notre pays. Le 28 février 2016, redressons-nous ensemble le Bénin derrière Sébastien Germain-Adjavon. Il semble que de plus en plus, les composantes de la société béninoise à divers niveaux se rendent compte de l'aubaine qui leur est offerte pour le prochain changement à la tête du Bénin.
La commune d'Atiémé et ses populations, sur preuve des réalisations dans les 77 communes du Bénin par Sébastien Germain Ajavon, ont opéré leur choix. Toujours au Bénin, le Parti communiste fête ses 38 ans d'existence. L'occasion a été saisie par cette formation de travailleurs et du peuple pour clarifier sa position par rapport à certains faits politiques, dont justement la présidentielle de février 2016. C'est une coïncidence à la fois heureuse pour les organisateurs et malheureuse pour ceux qui ont choisi la voie de la recolonisation. Le Parti communiste du Bénin, à l'occasion des festivités de ses 38 années d'existence, n'a pas passé sous silence le 28 février. On vient de nous annoncer ce qu'on pouvait savoir déjà, un peu ce qu'on pouvait deviner. Que la recolonisation de notre pays est en marche. Mais nous l'arrêterons. Cette colonisation est en marche parce qu'on nous parle d'une coalition avec le PRD, la RB, qui ont rejoint FCBE pour que ce soit, après eux, ce soit toujours eux. Mais le peuple arrêtera cela. Pour le PCB, la tenue de cette élection sans un congrès national des forces vives de la nation constitue une entrave à la démocratie. Le parti va plus loin et dénonce le choix opéré dans le camp présidentiel pour cette élection. Je déclare ici, toute coalition, toute alliance de coalition qui voudrait porter Zinsou Lionel au pouvoir au Bénin et seront considérés comme crimes de haute trahison. Et seront sanctionnés comme tel par le peuple béninois, quel que soit le moment et l'heure. Si tel est le cas, le Parti communiste du Bénin, avec l'ensemble des organisations de la démocratie révolutionnaire, se dresseront devant l'agresseur colonial. Le PCB et les travailleurs qu'il défend ont pris l'engagement de sauver par tous les moyens la démocratie au Bénin. Direction maintenant le Burundi. Le président Pierre Nkurunziza a adressé ce mercredi une virulente mise en garde contre l'envoi dans son pays des troupes de l'Union africaine, ce qui augure mal de la suite du dialogue inter-burundais. Reportage. Le Burundi s'opposera par la force aux troupes de l'Union africaine si celle-ci met en œuvre son projet d'envoyer dans ce pays une mission de maintien de la paix, a prévenu mercredi le président burundais Pierre Nkurunziza. Une déclaration qui intervient alors que l'Union africaine avait annoncé mi-décembre qu'elle allait déployer une mission africaine de prévention et de protection au Burundi, MAPROBU, faute de 5000 hommes pour tenter d'enrayer le cycle des violences. Mais le gouvernement burundais en a rejeté le principe et prévenu que si l'Union africaine devait mener à bien ce déploiement sans son aval, cette mission serait considérée comme une force d'invasion et d'occupation. Lundi, le gouvernement burundais et l'opposition ont péniblement renoué le contact à Entebbe, en Ouganda, sous l'égide du président ougandais Yoweri Museveni, médiateur désigné par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Cette réunion n'était que préalable à une reprise formelle des négociations que la médiation ougandaise a fixée au 6 janvier à Arusha. Mais Bujumbura a immédiatement affirmé qu'il n'y avait pas eu de consensus sur cette date. De son côté, l'Union africaine a menacé tous les acteurs de la crise au Burundi de sanctions s'ils devaient empêcher la reprise formelle du dialogue prévu pour l'instant le 6 janvier à Arusha en Tanzanie. En effet, le dialogue interburundais est interrompu depuis juillet quand la partie gouvernementale s'en était retirée 2 jours avant la présidentielle qui avait débouché sur la réélection du président Pierre Nkurunziza, plongeant le pays dans une profonde crise politique. Rappelons que les violences ont déjà fait plusieurs centaines de morts et poussé plus de 200 000 personnes à quitter le pays selon l'ONU. Rendons-nous maintenant en Tunisie. 3 extrémistes ont été condamnés mardi à la peine capitale pour avoir égorgé un policier alors qu'il rentrait chez lui. Un 4e Tunisien en fuite a été condamné à 22 ans de prison ferme pour avoir incité et aidé à commettre des crimes terroristes. Tous doivent en outre payer un dédommagement pour préjudice moral d'un montant d'environ 9 000 € aux parents de la victime tuée et environ 11 000
000 € à ses 5 frères et sœurs. Notons qu'après ce meurtre, le ministère tunisien de l'Intérieur avait émis une circulaire autorisant les agents de police à garder leurs armes après le travail. Hors du continent africain, en Inde, les autorités gouvernementales sont en croisade contre la pollution de l'air à New Delhi, qualifiée de capitale la plus polluée du monde pour son niveau de pollution record. Première mesure envisagée en vue d'améliorer cette situation, la mise en place de la circulation alternée à partir du 1er janvier 2016. La célèbre porte de l'Inde, symbole de New Delhi, et son désormais régulier voile de pollution. Dans ce quartier au trafic incessant, elle bat des niveaux records, parfois même 10 fois supérieurs aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Tôt le matin, il y a beaucoup de fumée et de brouillard ici, l'air est pollué. C'est pour ça que je veux que le nombre de voitures sur les routes soit réduit. Première victime, les enfants et les personnes âgées des quartiers pauvres. Dans ce bidonville, pas de masque ni de purificateur. Les jours où l'air est particulièrement irrespirable, les enfants restent simplement cloîtrés à la maison. Je ne veux pas envoyer mes enfants jouer dans le parc. Je ne veux pas qu'ils tombent malades et qu'ils toussent à cause de la poussière. Pour les experts, il y a urgence. Et le problème n'est pas seulement environnemental. C'est une question de santé publique, et quand c'est une question de santé publique, ça a aussi un impact sur la croissance économique. La pollution de l'air est la cause la plus importante de mortalité infantile en Inde. Elle tue plus que la diarrhée. Pour l'heure, 8,5 millions de voitures roulent dans les rues de la ville tous les jours. La justice a suspendu les ventes de véhicules diesel les plus gourmands et le gouvernement compte expérimenter une circulation alternée à compter du 1er janvier. Pas sûr que cela suffise à faire perdre à New Delhi son statut peu envié de capitale la plus polluée du monde. En Argentine, 21 personnes, dont un chef d'entreprise et 2 ex-secrétaires au transport, ont été condamnées mardi à des peines de 5 à 9 ans de prison ferme. À l'origine, un des pires accidents ferroviaires qui avait fait 51 morts, c'était en 2012. L'accident qui avait fait 51 morts et plus de 700 blessés avait mis en lumière le mauvais état des chemins de fer privatisés dans les années 1990. Le 22 février 2012, un train de voyageurs de banlieue était entré dans la gare terminus dense dans le centre de la capitale argentine sans freiner, percutant le heurtoir en bout de voie. Au moment d'engager les poursuites, la justice argentine avait jugé que les chemins de fer étaient dans de déplorables conditions. Je pense que le procès a eu lieu et ils doivent en tenir compte. Et dans le même temps, cela finit par la condamnation ou l'acquittement de certains des accusés. Je pense que nous avons obtenu justice. Oui, c'est un exemple pour ceux qui doivent comprendre que dans la fonction publique, on ne peut pas tout voler et tuer des gens. Je me sens soulagée. Nous attendions cela depuis 4 ans. On n'a pas obtenu tout ce que nous attendions, mais ce n'est pas notre dernier mot. Et plus important, la plus grande étape a été franchie. La vérité, c'est que nous sommes satisfaits parce que l'impunité dans ce pays, c'est fini. La corruption tue et maintenant on peut voir que la justice est de notre côté. Parmi les 21 condamnés figure le conducteur de train qui écope d'une peine de 3 ans et demi. 17 autres fonctionnaires et chefs d'entreprise ont été jugés coupables à divers niveaux de négligence ou de mauvaise administration des ressources ferroviaires. Le tribunal a condamné Claudio Sirigliano, un des responsables de l'entreprise Train de Buenos Aires, à 9 ans de prison ferme, tandis que les 2 ex-secrétaires au transport mis en cause, Juan Pablo Chiavi et son prédécesseur Ricardo Gem, ont respectivement écopé de 8 et de 6 ans de prison. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. Au revoir.